Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je suis Ludovic Vialet, je dirige le collège des écoles doctorales. Je ne vais pas beaucoup parler, je pense, dans les minutes qui viennent. Je vais laisser les intervenants, Sarah, mener le débat. Je suis là parce que pendant plusieurs années, j'ai dirigé une école doctorale. Je suis en train de passer la main, qui est l'école doctorale Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales. Et qu'a priori, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que je sois présent dans un colloque sur les soins palliatifs, sauf que dans le périmètre de l'école doctorale, il y a la psycho. Et donc j'ai rencontré Axel pour ses doctorants en psychologie avec Michael Dambrun qui est là, et que c'est l'illustration concrète de l'interdisciplinarité déjà à travers ces structures, l'école doctorale Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales, et puis l'école doctorale Sciences de la vie, santé, agronomie, environnement. Voilà, donc une illustration avec des doctorantes qui sont là. Moi, je trouve ça très chouette. C'est l'illustration aussi, Axel l'évoquait, on tire souvent beaucoup sur l'université. Je vais en parler, ça fait quand même quelques siècles que l'université est censée être en crise. C'est une maison commune avec beaucoup de choses qui fonctionnent très bien et je crois que voilà, c'en est l'illustration ici. Donc je dirige le collège des écoles doctorales depuis un an. Et puis je suis historien du Moyen-Âge. Et je travaille sur la vie religieuse du Moyen-Âge. J'aime beaucoup les phénomènes sur la longue durée. Et voilà, sans rien connaître aux soins palliatifs, je réfléchissais ces derniers jours et je me disais, et puis je viens d'échanger avec Sarah, et je crois qu'on est raccord là-dessus, pendant des siècles, on a préparé à la bonne mort. On a accompagné les gens à bien mourir. Alors on pense ce qu'on veut après, je veux dire du fait religieux, de la vie religieuse, ça c'est des positionnements personnels. En historien, pendant des siècles, faute de pouvoir lutter contre la souffrance, on l'a transformée en souffrance rédemptrice, c'est-à-dire qu'on disait aux gens souffre parce que derrière il y a autre chose, et voilà, que tu sois pécheur, ou ça va t'apporter une récompense. En revanche, on insistait beaucoup et on était là pour accompagner. Psychologiquement, dirait-on aujourd'hui. Donc la bonne mort, c'était la mort dans son lit, chez soi, entouré de ses proches, en essayant de limiter la casse voilà, face à la souffrance physique, face à laquelle, encore une fois, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc l'idée est toute bête, on se dit, est-ce que voilà, aujourd'hui on accorderait finalement, est-ce qu'on accorderait moins d'importance à cette dimension psychologique, à cette bonne mort? Alors je sais que ce n'est pas le cas, mais on a des outils, le parallèle entre la direction de conscience et les disciplines psy, Michel Foucault l'a fait avant moi, alors avec des orientations parfois très négatives. Je crois que c'est essentiel, le fait d'accompagner, de faire dire, d'être oui, aux côtés, de prendre en compte la dimension mentale dans ce qu'elle peut avoir de plus profonde, c'est important. Je ne crois pas au progrès linéaire, il y a toujours des phénomènes de réenchantement dans le désenchantement du monde, et je me rends compte, et on en a l'illustration tous les jours, qu'on régresse même dans certains domaines actuellement. Donc je crois que c'est très très important, sans naïveté, que maintenant qu'on en a les moyens, et pour moi c'était une évidence que les psychologues soient aux côtés des médecins et des spécialistes de pharmacie en particulier, et puis des philosophes, eh bien on essaye de mieux accompagner ceux qui souffrent et puis qui se préparent, alors espérance ou pas, en tout cas, au moins de les accompagner. Voilà, je vais laisser chaque intervenant se présenter brièvement, et puis après, eh bien, ils reprendront la parole pour voir comment ils considèrent l'intérêt de l'interdisciplinarité dans la recherche sur les soins palliatifs. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Emmanuel Nicolas, je suis professeur à la faculté dentaire. Je m'occupe d'une part donc de l'UFR d'odontologie et d'autre part du centre de recherche en odontologie clinique qui est un laboratoire de recherche avec également une notion de transversalité dans les thématiques et dans les personnes que nous accueillons. Bonjour, Alexandre Lautrette, moi je suis professeur de réanimation et je suis aussi le directeur des études de l'UFR médecine et profession paramédicale. Et donc à ce titre, je suis en charge de toute la formation du premier, deuxième cycle des étudiants, notamment en médecine. Et je suis aussi par ailleurs membre de l'équipe Accept. Bonjour, donc moi je suis Sarah Carvalho. Je suis professeure de philosophie de la médecine à l'université Lyon 1 Claude Bernard et plus précisément dans la faculté de médecine. Et je suis coprésidente de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie,
et aujourd'hui missionné avec Régis Aubry sur le programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie dont je vais avoir l'occasion de parler. Non, c'est pas nécessaire. Bonjour à tous, je m'appelle Christiane Forestier, je suis doyen de la faculté de pharmacie ici à Clermont. Alors ma spécialité n'a pas à voir grand-chose avec les soins palliatifs, puisque je suis bactériologiste, encore que. Mais j'ai toujours soutenu, et la personne qui était doyen avant moi aussi, l'équipe Accept, parce que c'est une équipe extrêmement originale et qui est reconnue au niveau national pour l'intégration à la fois de la médecine générale, des pharmaciens, pharmaciens d'officine, pharmaciens cliniques et psychologues. Et je voudrais remercier d'ailleurs, elle n'est pas là, mais Brigitte Vénat, parce que c'est elle qui avait eu l'idée, donc c'était le doyen qui était là avant moi, c'est elle qui a eu l'idée d'intégrer dans l'équipe une psychologue, en l'occurrence Axel, et c'est vraiment une très belle originalité qui est extrêmement productive. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Lobacaro, moi je suis le directeur de l'Institut des sciences de la vie, santé, agronomie, environnement, qui est un institut qui regroupe 4 UFR de médecine, odonto, pharmacie et biologie. Je suis moi-même professeur des universités à l'UFR biologie. Alors moi je suis fondamentaliste, c'est-à-dire que j'enseigne plutôt la signalisation et donc toutes les voies qui pourraient éventuellement entraîner ou bloquer la douleur, entre autres, voilà. Et mon activité de recherche s'effectue juste au-dessus, à l'étage au-dessus. Je travaille sur le cancer de la prostate. Alors c'est peu en lien encore avec les soins palliatifs, encore que, à la fin un peu plus. Voilà. Mais voilà, à titre de... voilà, en tant que directeur, il y a aussi dans l'Institut, il y a les 16 laboratoires, dont le laboratoire Accept. Et bon, l'Institut essaie évidemment d'aider tous les labos, dont le laboratoire Accept, qui a pris vraiment de l'ampleur. Et en tant que directeur d'institut, je suis vraiment hyper content de voir que le colloque a pu se tenir, j'espère, dans les meilleures conditions. Mais ça, on verra ça à la fin. Je peux peut-être lancer un petit peu quelques éléments. En fait, on a déjà dit. Lancer quelques éléments pour vous présenter l'actualité de la recherche sur la fin de vie. Parce que justement, comme le disait Axel, ce qui est important, c'est les enjeux interdisciplinaires et les enjeux pluriprofessionnels, c'est-à-dire avec des soignants, des cliniciens et des chercheurs dans tous les domaines, donc des domaines les plus fondamentaux, les neurosciences par exemple sur la frontière entre la vie et la mort, qui touchent évidemment des questions qui concernent directement les réanimateurs, et puis des questions aussi fondamentales sur les mécanismes de la douleur, jusqu'à des questions beaucoup plus lointaines d'histoire, l'histoire de la mort, qui a été un enjeu très important de la recherche française en historiographie, ou des enjeux éthiques, des enjeux même esthétiques ou d'urbanisme sur les nouvelles formes du deuil et des cimetières. Donc un champ d'amplitude très large. Donc en fait depuis 2018, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie a eu pour mission en fait de faire une cartographie de toutes les recherches sur la fin de vie qui se font en France. Et il y en a beaucoup, mais elles sont éparpillées, un peu parcellaires, et elles ont du mal à se fédérer. Donc il y a eu tout un premier travail pour essayer de faire se rencontrer ces communautés de chercheurs et rentrer dans cette logique interdisciplinaire qui n'est pas évidente. Tout le monde dit qu'il faut faire de l'interdisciplinaire, et évidemment la fin de vie c'est un sujet éminemment interdisciplinaire, mais dans nos réalités institutionnelles, c'est jamais simple. Et puis là, on va lancer le 26 novembre, donc dans 15 jours, lors des journées scientifiques de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, une nouvelle étape, un peu le deuxième étage de la fusée, et dans lequel, en fait, l'idée c'est de vous embarquer tous, d'une manière ou d'une autre, puisque dans le cadre des débats sur la fin de vie et de la stratégie décennale sur les soins d'accompagnement et les soins palliatifs, il y a eu la volonté de donner les moyens aux chercheurs de franchir la marche suivante, qui est de monter en puissance sur les données autour de la fin de vie, puisque en France aujourd'hui il y a un manque de données robustes et accessibles qui est extrêmement dommageable, disons, pour que la recherche puisse se développer. De renforcer la structuration des communautés de recherche, toujours dans une logique interdisciplinaire,
sur deux thématiques principales, justement la question de la souffrance, au sens large. Donc dans la souffrance, il y a la douleur, il y a la détresse existentielle, il y a la souffrance des soignants, la souffrance des patients, la souffrance des aidants, et de poser la question du sens de cette souffrance en 2024, ou en 2025 ou en 2035. L'idée, c'est voilà, de réassumer cet enjeu qui est le quotidien des soignants, qui est le quotidien des personnes et des familles, et de voir comment est-ce que la France peut se positionner en termes de recherche. Et puis la deuxième grande thématique de recherche, c'est sur l'anticipation. Hein, on sait très bien depuis au moins une publication de 2010 que l'anticipation des soins palliatifs améliore grandement les conditions de la fin de vie. Mais ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, même si on le sait, ça ne change pas beaucoup dans les pratiques ni des individus ni des collectifs. Donc là, l'idée de la recherche, c'est vraiment de réfléchir sur ces parcours de santé, ces parcours individuels et collectifs, et d'imaginer aussi des nouvelles structures. Hein, par exemple des collectifs d'entraide, enfin, d'autres logiques qui soient un petit peu à mi-chemin entre l'hôpital et le domicile. Hein, on sait qu'aujourd'hui se développe beaucoup aussi l'hospitalisation de jour, enfin l'hôpital de jour, excusez-moi, et l'HAD d'ailleurs, mais voilà. Donc, en fait, ce qu'on veut impulser à travers ce programme de recherche, donc qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est des nouvelles formes de travail qui vont avoir un aspect translationnel, c'est-à-dire vraiment avoir un apport sur les pratiques et les structures de soins, et un apport sur la visibilité de la recherche française concernant la fin de vie dans le débat démocratique, mais aussi à l'échelle européenne et à l'échelle internationale de la recherche. Voilà, donc je pourrais revenir sur les différents éléments, mais sachez que c'est demain que ça se joue, le 26 novembre, que les premiers appels à manifestation d'intérêt vont être lancés sans doute en décembre, et que le train est en train de se mettre en marche, et que c'est maintenant qu'il faut monter dans ce train pour essayer de faire que la recherche réponde aux questions des citoyens, des soignants, aux projections démographiques évidemment, et qu'on apporte une réponse adaptée à la culture française, au système de soins français, à ses valeurs fondamentales et à ses défis. Alors, effectivement, je pense que ce qui va être essentiel dans les années, les mois, et peut-être même les jours à venir, là on est à la croisée des chemins, c'est de prendre le wagon en marche concernant la recherche. C'est la base de la future formation des professionnels de santé. C'est un enjeu considérable. Il y a une prise de conscience maintenant énorme au niveau de la société. On a mis un peu de temps dans le domaine médical, dans le domaine, j'allais dire, des soignants, pour nous aussi prendre conscience de cette demande. Il est évident que, et il y a des études qui le montrent, que tout le monde, eh bien, la fin de vie concerne bien entendu tout être vivant. Et j'allais dire, actuellement, les personnes aspirent à une chose, c'est s'endormir sereinement, paisiblement, le plus tard possible, entouré des siens, et si possible même chez soi. Or, comme vous le savez, malheureusement, ce n'est pas tout le temps dans ces cas-là qu'on arrive à aboutir à ces objectifs. Et ce qui va être essentiel, c'est par la recherche, eh bien, former tous les professionnels de santé, pas simplement les médecins, les professions paramédicales, tous les intervenants de santé, et je pense aussi notamment beaucoup aux pharmaciens. Tout le monde va avoir une importance essentielle dans la structuration, j'allais dire, de la fin de vie qu'on pourra offrir en France. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, au niveau des universités et au niveau des facultés de médecine, eh bien, notre objectif va être
d'enseigner des différents niveaux de connaissances parce que il y aura un premier niveau qui concernera l'ensemble des médecins et puis peut-être un deuxième niveau de connaissances qui concernera des spécialités qui sont plus en rapport avec des fins de vie. Et je pense notamment à des disciplines comme la réanimation, comme l'oncologie, comme la cardiologie, mais aussi la médecine générale. Puisque je crois qu'il y a à peu près un tiers des décès qui vont être pris par la médecine générale. C'est énorme. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'essentiel et sans doute que la discipline soins palliatifs va être à la croisée des chemins aussi pour coordonner cette formation. Et on attend des spécialistes des soins palliatifs cette coordination qui aille, j'allais dire, de la fin de vie la plus simple jusqu'à la plus complexe. Avec cette notion de formation de tous les intervenants, qu'ils soient dans le domaine de la santé, mais aussi des sciences humaines. Moi, je voulais dire, plutôt sur l'aspect formation, comme tu viens de terminer, Alexandre, en fait, l'interdisciplinarité, elle est déjà en marche. Alors, pas forcément spécifiquement sur les soins palliatifs, mais on forme de plus en plus nos étudiants à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on met le patient au centre du débat et on articule toutes les professions médicales et paramédicales. Donc, ça implique dentaire, médecine, pharma et tous les autres. On les coordonne. Il y a des enseignements qui se font actuellement de manière interdisciplinaire, ensemble, de plus en plus. Et pas forcément uniquement sur les soins palliatifs, mais sur tous les autres aspects, tous les patients qui sont pris en charge à leur domicile et qui nécessitent l'intervention de l'infirmière, du pharmacien, du médecin, etc. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans les... Et les étudiants adorent ça. Ça, c'est aussi une très bonne chose. Ils aiment beaucoup travailler ensemble. Donc c'est quelque chose qui est assez... Alors, c'est compliqué d'un point de vue logistique à mettre en place, mais c'est extrêmement apprécié par les étudiants et par les patients. Et effectivement, donc là, si on veut avoir une approche plus holistique de la santé, des soins palliatifs en général, effectivement, ça passe par l'universitarisation de l'ensemble des professions qui vont par la suite intégrer les équipes de soins. Et ça, effectivement, le train est à prendre actuellement parce que, comme vous le savez, nous sommes en pleine procédure d'universitarisation de nombreuses professions et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut agir, c'est-à-dire vraiment en amont de tout. Alors ça va effectivement sur des manifestations qui vont dès le premier cycle des études médicales. Comme l'a dit Christiane Forestier, nous sommes pleinement avec la faculté de médecine, la faculté d'odontologie, la faculté de pharmacie, pleinement dans cette démarche-là, dans cette démarche transversale, avec une information qui est donnée, qui permet une connaissance non seulement de la spécialité, mais également de la spécialité de l'autre. Hein. Ça évite le sillonnage par spécialité, le tronçonnage par fonction ou par discipline. Et donc ça, c'est très important. L'autre point, c'est si on veut aller jusqu'à la recherche, il faut donc passer par le stade formation initiale, formation approfondie, et également la recherche. Ça signifie que les laboratoires de recherche, les instituts et les universités qui coordonnent la recherche doivent permettre à toutes et à tous, quelle que soit la discipline, d'avoir accès aux moyens de la recherche. Donc ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a quelques années, puisqu'on n'était pas forcément dans un process universitaire, on n'était pas forcément dans le système licence, master, doctorat. Là, tout est en route pour cet aspect-là. Donc, pour cette procédure qui permet d'aller jusqu'au doctorat. Et dans ce cadre, c'est vraiment très très important, le laboratoire Accept en est un exemple criant, c'est qu'il est possible d'intégrer tout le monde sur des thématiques
qui peuvent être communes avec une approche qui va être complètement différente. Une approche de la façon de soigner, hein, de la pratique de soins, hein, et également des thématiques de recherche également, mais aussi des méthodologies de la recherche. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a des procédures éprouvées en recherche clinique sur lesquelles tous les praticiens sont quand même formés et qui perdurent et qui continuent à évoluer en parallèle, mais il y a également il y a toutes des approches que l'on n'avait pas forcément il y avait quelques années en santé. Je pense à la recherche qualitative, par exemple, qui nous permet d'appréhender les choses un peu différemment et un peu moins sectorisé, de manière plus globale de la procédure de soins que l'on doit optimiser ou que l'on doit tester si c'est le cas. Alors, effectivement, moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, mais il y a un point qui n'a pas été abordé, c'est le point des finances. Parce que tout ça, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Non, mais ça pose des questions. C'est pour ça que je pense que l'économie, des économistes devraient aussi participer. Parce que finalement, vous savez que nous sommes dans une situation, en France, mais ailleurs dans le monde, où le politique va jouer un rôle important pour définir quelles sont les voies futures. Entre quelle hésitation, on va hésiter entre deux voies. Est-ce qu'on va développer le soin palliatif, je schématise, hein, ou est-ce qu'on va développer une forme d'euthanasie, ce qui peut aussi se comprendre, et en même temps, sans doute que le soin palliatif coûte sans doute cher, mais est-ce qu'il y a des études qui ont montré que finalement, il valait mieux développer le soin palliatif pour la prise en charge du patient, parce que ça coûtera moins cher sans doute à l'hôpital, parce que de le garder à la maison, ce genre de questions. Mais ça pose aussi des questions d'un point de vue fondamental. Alors, je ne veux choquer personne ici, mais certains traitements anticancéreux coûtent, j'allais dire un bras, c'est même pas un bras, ça coûte mais des dizaines de milliers d'euros, pour pas dire des centaines de milliers d'euros, pour permettre à une personne de vivre 2-3 mois de plus dans des conditions qui sont des conditions parfois, pas toujours, mais parfois déplorables. Alors, ce questionnement que j'ai, on l'a eu avec d'autres collègues sur lesquels on travaille pour développer des molécules pour traiter des tumeurs, notamment les tumeurs métastatiques, mais j'ai un collègue italien qui dit cet argent, et il travaille là-dessus, hein, mais il dit, plutôt que de traiter en donnant 100 000, enfin sur des traitements pas toujours remboursés en plus, mais même s'ils sont remboursés, on va dire, cet argent, pourquoi ne pas le mettre dans des systèmes d'accompagnement de soins palliatifs, dans des maisons, par exemple. Alors, je sais que ça peut choquer certains et certaines, hein, ce que je dis, mais c'est une question qui se pose. Tout ça pour 2-3 mois de vie. Et en même temps, en disant ça, moi, je ne suis pas cette personne en fin de vie. Donc, peut-être que j'aimerais profiter des 2-3 mois qui restent, mais dans quelles conditions? Donc, l'aspect économique, c'est quand même un aspect important aussi. Je peux peut-être rebondir sur ces éléments. Donc, en fait, du point de vue économique, disons que la déontologie fait qu'on peut mener certaines études, mais pas toutes les études, et notamment pas comparer avec une projection correspondant à une ouverture à l'aide à mourir, puisque ça pourrait sembler peu impartial sur le débat. Mais effectivement, il y a des enjeux d'économie de la santé. Pour le moment, on se réfère beaucoup aux rapports qui sortent au Canada, hein, puisque il y a eu des rapports évaluant les dépenses en santé dans le champ de la fin de vie, telles qu'on aurait pu les projeter sans l'aide à mourir et telles qu'elles se sont présentées au gouvernement canadien avec l'aide à mourir. Cela dit, est-ce que ça doit être un critère de décision? Évidemment, c'est un élément de réflexion, mais est-ce que ça doit être un critère de décision? C'est évidemment là où se posent quand même des enjeux éthiques et qui renvoient au système de soins et aux valeurs de chaque pays. Par contre, ce que vous dites, ça me semble essentiel. Nous, on est très attentifs aux enjeux d'inégalité de santé.
et en particulier d'inégalités d'accès aux soins palliatifs. Donc le rapport de la Cour des comptes a montré que les inégalités étaient tout à fait réelles. C'est vrai dans les autres pays, donc ce n'est pas spécialement propre à la France. Là encore, les patients en oncologie sont ceux qui ont le plus accès aux soins palliatifs. Donc d'une part, ils bénéficient de traitements effectivement coûteux en général, et aujourd'hui avec les essais cliniques très innovants, avec des nouvelles formes de recherche, etc. Bon, ça coûte, disons, d'une certaine façon encore plus cher, même si le poids pour la sécurité sociale est un peu différent. Mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion sur d'autres catégories, les personnes âgées dans les EHPAD, qui ont été quand même un des grands points aveugles de toutes les réflexions de ces derniers temps sur la fin de vie, en tout cas au niveau législatif. Les enfants, qui paradoxalement sont quand même peu dans la cible de toutes les actions, et puis les migrants, les SDF, etc. Donc là, il y a vraiment besoin aussi de recherche pour rendre visibles ces inégalités en santé, et donner des éléments qui vont être, effectivement pouvoir réfléchir sur l'ensemble des données du problème. Donc ça me semble un point très important. Et juste pour revenir sur la pharmacie, c'est vrai que nous, on a beaucoup de mal à mobiliser les pharmaciens, malheureusement, sur les enjeux de soins palliatifs, dans la recherche, je veux dire, alors qu'évidemment, ils vont avoir un rôle très important, et potentiellement avec l'évolution de la législation. Voilà, donc on est tout à fait demandeur de collaboration avec les pharmaciens qui s'impliquent sur ces enjeux qui vont toucher là encore des professionnels de proximité, et puis des projets de recherche qu'il faut rendre visibles. Par exemple, il y a eu des choses qui ont été faites en Belgique, notamment avec les pharmaciens, et je pense que voilà, il faut vraiment travailler cette interdisciplinarité de façon assez opérationnelle. Et c'est important parce qu'il y a de plus en plus de gens, comme ça a été dit, qui souhaitent mourir chez eux. Et là, il faut impérativement que tous les corps de professionnels qui les entourent soient impliqués. Sachant qu'il n'y a pas de clause de conscience non plus chez les pharmaciens, enfin, voilà, donc il y a d'autres enjeux qui se posent. Et juste pour un complément sur ce qu'a dit Jean-Marc Lobacaro, c'est ce qu'on appelle l'éthiconomie, c'est-à-dire l'impact économique d'un point de vue éthique. Et effectivement, on est extrêmement démunis pour faire des choix forts, de temps en temps sur des temps extrêmement courts, et je parle particulièrement en réanimation, ça peut être quelques heures, quelques jours, et encore pire lorsqu'on n'a pas forcément l'avis du patient. Donc, c'est des vraies questions où on part sur eh bien, des traitements, des prises en charge qui sont maintenant de plus en plus onéreuses, ou bien est-ce qu'on s'arrête et effectivement on consomme moins d'argent. Mais est-ce que 2 ou 3 mois, et on en a la preuve, notamment en oncologie, régulièrement, de temps en temps, lorsqu'il y a des patients qui sortent de là, eh bien 2-3 mois, même 1 mois, ils vont dire des choses, ils vont faire des choses qui vont les marquer. Voilà, et on aurait sans doute apprécié aussi ces derniers moments, et pour leur famille, ça peut être des moments extrêmement importants, même essentiels. Et de manière générale, en médecine, je ne vais pas vous donner de scoop, il faudra faire plus, mieux, avec moins. Voilà, les choses sont claires. Et c'est l'enjeu, c'est le défi, mais on a la chance d'avoir des nouveaux outils, les outils numériques, l'intelligence artificielle. C'est maintenant qu'il va falloir travailler dessus. C'est comment on fait pour avoir des soins palliatifs de qualité à distance, parce qu'on ne va pas être assez nombreux pour le faire, parce qu'on ne va pas pouvoir faire 500 km dans la journée. C'est la recherche qui va nous donner les pistes et qui va nous dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et à nous après à utiliser et à former nos étudiants. Comme vous le savez, les étudiants sont greffés maintenant avec leur téléphone portable. Il faut leur parler numérique. Ça va être
essentiel, bien entendu, de leur parler directement de l'humain, mais ils ont un outil avec eux qui est leur téléphone portable, qui est voilà, le numérique. On ne peut pas faire cette impasse. Sinon, ils ne nous comprennent pas. Donc en fait, peut-être ce qu'on peut visualiser, c'est que l'aspect innovation technologique, finalement, sera peut-être une des finalités de la recherche de demain en soins palliatifs. Effectivement, l'approche centrée sur le patient, le bien-être, le ressenti, ses attentes, c'est une approche aussi que l'on doit avoir, mais en parallèle, toutes les innovations technologiques, que ça soit vraiment robotique, effectivement commande à distance, télémédecine, c'est aussi quelque chose qui peut se développer et qui se développe de plus en plus, et que l'on commence à appliquer dans certaines disciplines pour des soins qui sont plus ophtalmologiques, pourquoi pas dentaires, médecine générale, mais également, ça pourra vraisemblablement, avec toutes les innovations, s'appliquer et pour d'autres disciplines dont font partie les soins palliatifs. Donc ça, c'est un fait. L'intelligence artificielle, où il y a toujours effectivement un débat éthique sur son utilisation, mais quand bien même, il est important de considérer cet aspect-là, puisque de plus en plus, on parle sur les traitements de diabète, etc. L'intelligence artificielle permet de la régulation glycémique, etc. pour certains patients. Donc ça, c'est des exemples qui pourront peut-être évoluer et être intégrés dans les protocoles de soins. Et ça, il y aura forcément dans ce cadre-là un aspect recherche, évaluation des procédures, évaluation du système, mais également l'intégration des équipes pluridisciplinaires. Donc l'interdisciplinarité sera vraiment au cœur de cette innovation, puisque si ce n'est pas le médecin qui va utiliser la caméra, qui va utiliser le système, ça va être quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, doit pouvoir être formé dès le départ à ces technologies. Et alors on parle du patient, on parle de l'équipe pluridisciplinaire qui l'entoure, on parle de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres personnes qu'il ne faut pas oublier, ce sont les aidants. Parce qu'ils jouent un rôle essentiel, notamment lorsqu'il y a une hospitalisation à domicile. Donc c'est aussi, je pense, des personnes qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils jouent un rôle essentiel. Et normalement, l'intelligence artificielle va prendre en compte, devrait prendre en compte tous ces acteurs. Alors le patient lui-même, évidemment, les soignants, les aidants. Et donc, moi je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme la lampe d'Ésope, il y a du bien et du mal, très bien. Mais l'intelligence artificielle va vraiment permettre sans doute d'améliorer cet aspect notamment de traitement à distance pour éviter les déplacements. Si effectivement il n'y a pas assez d'hospitalisation palliative dans certains coins qui sont des déserts, on pourra éventuellement améliorer l'hospitalisation à domicile, aidé justement par l'intelligence artificielle. Là aussi, ça coûte cher. Je ne vais pas non plus toujours remettre ça sur le tapis, mais ça sera à un moment donné des choix politiques à faire pour les universités, pour les formations aussi. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on crée une formation, il faut supprimer une formation. Donc ça peut créer des tensions à l'intérieur même des parcours universitaires. Je veux bien rebondir sur la question des technologies parce qu'il y a des études aujourd'hui en anthropologie, mais surtout aux Pays-Bas, qui montrent effectivement comment est-ce que derrière des représentations qu'on peut avoir de ce qu'on appelle les technologies froides, en fait, les technologies peuvent vraiment offrir de nouvelles médiations et correspondre à des besoins et à trouver une juste distance, c'est le terme qui est employé par cette chercheuse qui s'appelle Janet Pols, entre disons, l'invasion du médical à certains moments et puis le besoin de retrouver une forme d'intimité, de vie normale dans la mesure du possible. Et donc ces enquêtes montrent vraiment que si c'est fait de façon intelligente et avec toujours évidemment du support humain, il ne s'agit pas de remplacer des humains par des machines, mais il s'agit de gagner en agilité
et en flexibilité sur la réalité des conditions et puis sur les demandes des familles et des patients. Donc je pense que là, il y a vraiment un enjeu qui, dans le domaine des soins palliatifs, est relativement vierge. Et donc, s'il y a des chercheurs qui veulent s'impliquer, et ça rajoute aussi, ça pourrait enrichir le point sur l'anticipation. Parce que, en fait, cette question de l'anticipation des enjeux de fin de vie, elle peut passer justement par des formes qui ne sont pas celles de la consultation, celles de la prise en charge en tant que telle, mais qui peuvent être dans la création de relations, de formation, de discussions. Donc il y a beaucoup d'innovations qui sont des innovations aussi, je dirais, sociétales à faire sur ces questions de fin de vie. On organise une journée sur la littératie autour de la fin de vie. On s'aperçoit que dans la société générale, civile, en fait, il y a un niveau de littératie sur la fin de vie, les soins palliatifs, avec des représentations qui sont extrêmement négatives, qui empêchent en fait les citoyens de faire véritablement des choix et de bien saisir les différents éléments du problème. Donc là, voilà, il y a vraiment des enjeux et de l'innovation à faire, et avec une articulation sur des innovations, sur des enjeux anthropologiques, sociaux, etc. Et puis sur le système de soins qui doit s'ouvrir aussi à de nouveaux acteurs. Je vous écoutais, puis je crois qu'on approche de la fin. Question qui n'est pas polémique ou pas question piège, mais vue totalement de l'extérieur. On parlait, l'expression, pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est le débat sur la fin de vie, c'est ce qu'on entend. Et donc, Jean-Marc, tu évoquais le politique, le législatif. Voilà, très brièvement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie concertation, c'est-à-dire que le politique organise pour éviter l'alternative entre euthanasie pour faire simple et puis accompagnement, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça se joue à angle droit, c'est-à-dire que c'est plus une forme de confrontation, vous voyez, dans le débat. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes entendu, que vous êtes accompagné, qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'on arrive à ce que le débat sur la fin de vie, ce ne soit pas juste, entre guillemets, une loi sur l'accompagnement, l'euthanasie. Vous voyez, la question, elle est brièvement, est-ce que vous avez le sentiment que tous ces efforts d'interdisciplinarité, de là où vous êtes, ils sont soutenus par le politique? Moi, je vais m'exprimer en tant que béotien. C'est-à-dire, c'est pas du tout mon cœur de métier. Moi, j'ai l'impression que il est difficile d'organiser un débat sur la fin de vie. Alors, sauf ici, mais ici, nous sommes entre gens convaincus, donc voilà, c'est des universitaires, c'est autre chose. Mais je trouve que c'est très clivant à l'intérieur de la société. Enfin, moi, je le vois encore de l'extérieur. Je lis des journaux, pas que l'Équipe, donc il m'arrive de temps en temps d'avoir une réflexion un peu philosophique ou intellectuelle, et je vois bien que c'est clivant entre d'un côté des mouvements, des groupes de pression qui ont accès aux médias assez facilement, et d'autres qui ont moins accès mais qui font quand même un travail. Alors je dénigre pas les premiers, tant mieux pour eux, ou les deuxièmes, peu importe, mais voilà, c'est très clivant, et voilà, c'est mon sens, c'est que c'est très clivant. Je trouve que le politique le débat est en cours, il n'est pas facile, et je suis content de ne pas être député. Non, mais voilà, l'idée c'était juste, puisque nous là, on est là et on voit les choses de la base, l'interdisciplinarité mise en pratique, et c'était pour ça, sans du tout ouvrir un débat, mais c'est très bien, mais très, très brièvement, se dire, voilà, dans quelle mesure, parce que ceux qui vont décider, puis sur le plan législatif aussi, est-ce que vous avez le sentiment, et puis peut-être qu'on va terminer du coup sur un dernier rapide tour, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut le faire? C'est-à-dire qu'on fait en sorte que, comme le disait Jean-Marc, que ça ne soit pas simplement deux antagonismes. Oui, un antagonisme entre deux positionnements. Rapidement, comment vous voyez les choses? Si on fait par la formation, l'information, la pédagogie, c'est à la base de tout. Donc si on commence à informer, à former tôt, il y aura forcément une rémanence par la suite. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, peut-être qu'on verra la mesure d'impact que dans 10 ans, dans 15 ans, mais on l'aura initié, et ça, je pense que c'est la base de tout. Et c'est la formation aussi des citoyens, parce que je pense que c'était une revendication forte de tout le monde. Et je ne suis pas sûre que nos politiques l'entendent actuellement. Mais on peut avoir une force de pression. Sachant qu'il ne faut pas que cette loi soit un palliatif aux soins palliatifs.
Voilà, c'est clair. C'est-à-dire que il faut que cette loi, elle a probablement aussi un intérêt pour certaines personnes. Ce qui remonte aussi des patients, c'est qu'il y a des patients qui se projettent en disant « moi, s'il m'arrive ça et ça, eh bien, je veux une aide à mourir ». Et puis, quand ça arrive véritablement, et lorsqu'il y a une vraie prise en charge palliative, à ce moment-là, eh bien, il y a une reconsidération dans la majorité des cas. Certes, pour certains patients, ils restent sur leur position. Et il faudra répondre probablement à ça. Mais on a l'impression qu'une grande majorité des patients eh bien, se tournent vers les soins palliatifs, sont plutôt satisfaits et se disent eh bien, on verra bien, on laisse la nature faire. Et il y a un enjeu considérable de cette prise en charge palliative. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des moyens importants dans les 10 ans à venir pour qu'il y ait parce qu'il y a une inégalité sur le territoire français sur la prise en charge des soins palliatifs. Donc il faut absolument gommer cette inégalité. Ça passera sans doute par une personnalisation, j'allais dire, des soins palliatifs selon les territoires et une coordination importante parce que qui dit interdisciplinarité veut dire aussi coordination. Alors c'est une question pas facile. Donc moi, ce que je dirais, c'est que c'est une situation clivante. C'est clivant au sein des équipes, c'est clivant dans la société. Et donc il y a vraiment des enjeux radicaux qu'il faut assumer et accepter de voir en face. Après, ce que je dirais, c'est que dans la situation actuelle, néanmoins que le gouvernement mette de l'argent, hein, donc ça y est, on a reçu les fonds pour lancer le programme de recherche, ils ont été sécurisés sur les prochaines années, etc. Sur la recherche, indépendamment de la loi, puisque pour des raisons un petit peu exotiques, disons, elle a été reportée. Mais en fait, ça, c'est un signe fort qu'il y a aussi tout un champ d'alternatives, c'est-à-dire qu'il y a un besoin en soins palliatifs et donc ce besoin, avec ou sans l'aide à mourir, il reste urgent et important. Et puis, il n'y a pas que d'un côté l'aide à mourir et de l'autre côté les soins palliatifs. Il faut aussi sortir de ce schéma un petit peu schizophrène dans lequel on s'est enfermé en France. La position du Québec, on pourra y revenir, mais est très différente, alors avec d'autres problèmes vu l'évolution de l'aide à mourir au Québec, mais voilà, en fait, il faut penser le monde de demain. Et on ne peut pas rester juste sur un historique. Évidemment, le recul historique est très important, mais il faut se projeter dans le monde de demain. Les citoyens ont changé, les situations ont changé, aussi parce que la médecine progresse. Alors, on aura toujours de l'incertitude, toujours de la complexité, mais je crois que c'est vraiment un des enjeux de la recherche, hein, j'ai insisté sur ça, sur l'aspect translationnel. Plus les chercheurs ouvriront des possibles qui seront capables, dont ils seront capables de porter une preuve de concept, hein, vraiment avec des recherches empiriques, avec des praticiens et avec des innovations structurelles. Hein, je reviens sur les collectifs d'entraide, sur les maisons d'accompagnement. C'est des dispositifs dont on a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on va les remplir? Comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre? Et donc, il faut vraiment cette convergence interdisciplinaire et pluriprofessionnelle pour inventer les meilleures conditions de la fin de vie. Et donc, moi, ce que je pense en termes de recherche, hein, c'est qu'il faut essayer de sortir de ce clivage parce qu'il n'est pas du tout productif. Et les recherches anthropologiques montrent que les citoyens ne sont pas dans une opposition soins palliatifs et aide à mourir. Ils sont dans des trajectoires. Et ils évoluent et à un moment, ils pensent les choses dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, peu de gens sont sur des positions dogmatiques très fortes. Alors, aux politiques, si. Au niveau politique, il y a des positions dogmatiques très fortes. Chez des praticiens aussi. Mais la demande des citoyens, pour la plupart, ce n'est pas des positions dogmatiques. C'est la question de quel est le sens de cette période de fin de vie. Hein. Et le rapport, enfin l'avis du Conseil consultatif national d'éthique disait effectivement, les gens ne voient plus le sens de cette expérience de la fin de vie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société qui n'arrive pas à faire sens sur cette expérience de fin de vie? Donc, pour moi, c'est ça l'enjeu de la recherche. C'est comment est-ce qu'on fait pour donner du sens? Et donner du sens, ce n'est pas de la philo, hein.
C'est des gens qui aident à trouver du sens et à construire du sens, et un sens qui est pluriel dans nos sociétés. Hein, on ne va pas trouver tous le même sens à la fin de vie, ce n'est pas possible. Bon. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces enjeux qui sont fondamentaux, qui concernent les médecins et les soignants, dont les psychologues au premier chef, mais qui nous concernent tous? Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, merci à tous les cinq. Et puis bons travaux.